Moi aussi, je vais en prendre un. On va vous aider avec les ballons. Je vais prendre un ballon. Là, c'est la chanson en fait. Bibas a eu un an. Un an et plus de 100 jours otage du Hamas avec son grand frère Ariel, sa maman et son papa. Enfin, nous espérons que Kfir est encore avec Ariel et avec sa maman. Nous ne savons pas où ils sont. Nous ne savons pas dans quelles conditions ils sont détenus. C'était juste insupportable. Et nous venons ici tous les vendredis pour penser à eux et aux otages. Mais il n'y a pas assez de gens en France et partout dans le monde qui parlent d'eux, qui pensent à eux. Et je pense qu'aujourd'hui, on est là on a focalisé sur Kfir, bien sûr, pour ces un an, mais il faut tous les jours que l'on soit en train de penser à eux et à tous les otages qui doivent être libérés inconditionnellement, rapidement. Je vais maintenant passer la parole pour nos lectures à Arkady, puis Monsieur Spinel. Oui, vous dire que, comme tout le monde ici, est tellement ému chaque jour, chaque nuit, on pense à ces otages, à nos otages, qui sont là-bas quelque part, dans l'obscurité. Et nous, on est dans la lumière et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Sinon, y penser chaque jour, chaque instant. Et être solidaire. Évidemment, c'est regrettable d'être aussi peu nombreux pour honorer leur absence et essayer d'œuvrer dans cette possibilité que nous espérons tous de retour chez eux à la maison. On m'a demandé de lire un texte. Je vais le faire avec beaucoup d'honneur. Voici le témoignage de Shahar Vahab, un photographe du kibbutz Nir Oz, dont sont originaires la famille Bibas. Dans ses yeux, dans ses mots, dans ses photos, se lise son monde perdu. Quand on vit au kibbutz Nir Oz, il y a toujours quelque chose de beau à photographier. L'été, tout le monde est au bord de la piscine et sur l'herbe. Les vacances et les grands événements se passent tous ensemble, comme dans les belles chansons de Shalom Hanoch et de Meir Ariel. J'ai pris tellement de photos de ce kibbutz. Le chemin emprunté par les terroristes lorsqu'ils sont pénétrés dans nos champs le samedi 7 octobre, était le même que celui qu'ils ont emprunté pour rentrer à Gaza ensuite, en utilisant n'importe quel véhicule qu'ils parvenaient à voler dans le kibbutz. Les véhicules étaient remplis de divers objets étranges qu'ils avaient volés, et avec eux, plusieurs de nos amis que nous recherchons toujours. Nous travaillons dans les champs depuis des années, toujours face aux agriculteurs de l'autre côté à Gaza, qui montaient des ânes, des tracteurs. Ils nous faisaient des signes et nous leur répondions. Les choses ne reviendront plus à la normale, pas après ce qui s'est passé le 7 octobre. Mon sang bout en pensant que plusieurs heures ont causé la destruction de ces vies entières. Nous sommes des agriculteurs, des artistes et tout le reste entre les deux.
Nous voulions créer et grandir, pas détruire. Maintenant, nos amis sont otages. Et notre kibbutz est réduit en cendres. Ce petit coin de paradis, celui que nous avions construit au fil des décennies grâce à notre travail acharné, c'était un endroit sûr. Aujourd'hui, je n'ai jamais verrouillé la porte de la maison et maintenant mon fils ne s'endort plus, même avec toutes les portes et les fenêtres fermées. J'écris tout cela depuis Paris, alors qu'en Israël, on enterre mon père Yossi. Je le regarde en direct. Ma femme est française, elle n'est pas juive. Pourquoi doit-elle endurer toutes ces guerres? Tous nos amis ont été enlevés ou assassinés. Le kibbutz qui a brûlé, les champs dans lesquels rien n'a poussé cette année à part les mauvaises herbes, tout reste dans les photos et brûle en moi. Voilà le kibbutz Nizos tel qu'il était. C'était nos vies. Des vies de construction, de création, pas de destruction. Nous reviendrons. Je promets de continuer à le photographier. Et je voudrais ajouter que ce n'est pas un problème Israël-Palestine, c'est toute personne dans le monde devrait se sentir concernée. Parce que c'est la barbarie contre les Lumières. Et toute personne devrait se dire que celui qui est otage, où que soit sa position dans le monde, est son frère en humanité. Merci. Merci. Qui, chaque semaine, pour certaines c'est la première fois, mais nous font l'honneur d'être là. Aujourd'hui, nous avons Karen Taïeb, conseillère de Paris, nous avons Jean-Michel Cohen, médecin renommé, Yann Boissière également, de la communauté libérale de Paris. Nous avons également Serge et Beat Klarsfeld, je crois qu'on peut les applaudir pour leur présence. Ariel Goldman, vice-président, président du Fonds social juif unifié, les vice-présidents du CRIF, Marie Cabret et de Charlie Hebdo, absolument. Je rappelle que ce rendez-vous, c'est tous les vendredis à 12h15. On est là depuis bientôt 3 mois. 3 mois, ça correspond effectivement, comme l'a dit Nathalie Rodriguez, au jour de captivité. Je voudrais aussi dire que le CRIF, bien sûr, soutient cette manifestation. Et je voudrais rappeler qu'il y a à peu près 3-4 jours, des médicaments sont arrivés en Israël via les négociations avec le Qatar et que la Croix-Rouge a refusé d'acheminer ces médicaments aux otages. C'est important de le dire. Nous allons écouter. Alors on va avoir le chant Veishi Hamda, donc qu'on chante régulièrement maintenant dans ce rassemblement, dont on vous a distribué les paroles, et qui est un chant que vous connaissez dans la tradition juive de la fête de Pessah, qui parle de la libération de l'esclavage, et qui est aussi devenu l'hymne en Israël d'hommage et de pensée pour nos otages. Derrière. Merci. עלינו לכלותנו ואיש העם לאבותינו שאיש העם לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו עמד עלינו לכלותנו והקדוש
donner la parole au rabbin Yann Boissière qui va dire un mot également. Alors d'abord, honneur aux femmes, d'abord Karen Tayeb, et qui va nous lire aussi un texte. Je vous donne Merci et merci aux Mères de l'Espoir pour ce rassemblement et on a envie de dire bon anniversaire à Kfir, bien Moledet Sameach, et pourtant ce jour n'est ni joyeux ni sameach. On aimerait que pour ces 2 ans, 3 ans, jusqu'à 120 ans, il puisse les fêter avec sa famille. Voici le texte. Avec son duvet de cheveux roux et son doudou éléphant rose, il est devenu le symbole de la barbarie du Hamas. Le plus jeune des quelques 250 otages aurait dû hier, le 18 janvier, fêter son premier anniversaire. Kfir Bibas n'avait pas 9 mois le 7 octobre quand des commandos du mouvement islamiste Hamas l'ont enlevé à Nir Oz, un kibboutz du sud d'Israël. Sa mère, Shiri Bibas, et ses 2 enfants sont apparus dans une vidéo tournée par le Hamas lors de leur enlèvement. On la voit tenir ses 2 enfants dans les bras, les entourant d'une couverture. Elle fixe la caméra de 3/4, le visage déformé par la peur. Le père, Yarden Bibas, est apparu sur une autre vidéo du Hamas fin novembre, amaigri, terrifié et en pleurs. Il s'exprime après avoir appris de ses ravisseurs que sa femme et ses 2 enfants sont décédés. Je cède la parole. Je suis le rabbin Yann Boissière, je représente aussi la communauté libérale qui s'associe évidemment à ce support et à ces prières en quelque sorte en ce jour de Shabbat, un Shabbat de plus où on n'a pas nos amis avec nous et de penser à eux aussi en ce jour de Shabbat. C'est la suite du témoignage qui vient d'être lu. Nili Margalit, membre du kibbutz de Nir Oz, qui a passé près de 50 jours en captivité, a révélé, donc elle a été libérée, qu'elle se trouvait avec Yarden Bibas lorsque des hommes du Hamas lui ont annoncé que son épouse et ses 2 jeunes enfants avaient été tués et ont filmé sa réaction avant de la diffuser. L'armée israélienne a déclaré que les allégations du Hamas concernant la famille Bibas n'avaient pas été vérifiées. Mardi dernier, 102 jours après que la famille ait été enlevée, le kibbutz de Nir Oz a organisé une fête à la crèche de Kfir pour son anniversaire de 1 an, qu'il a donc passé en captivité. Il aura passé 1/3 de sa vie entre les mains de Hamas. Le kibbutz de Nir Oz est un des kibbutz les plus touchés par l'attaque du 7 octobre. Un endroit auparavant paisible, une sorte de paradis, ça a été dit tout à l'heure, maintenant en ruine et vide. Sur 400 habitants, 20 habitants du kibbutz ont été tués. Les parents de Shiri Bibas, Margit Silberman-Schneider et Yossi Silberman font partie des victimes. 80 membres du kibbutz ont été pris en otage, 80 membres, dont la moitié sont des femmes et des enfants. Une partie d'entre eux a été libérée en novembre, au cours de la trêve. La plupart des habitants du kibbutz ont été relogés dans un immeuble du centre du pays. Merci. Myriam Levin, qui est journaliste de Charlie Hebdo. Non, de journaliste indépendante. C'est vous qui aviez animé la soirée avec Joël Spar. Vous lisez un texte aussi. Oui, donc je m'appelle Myriam Levin, je suis journaliste et le 7 octobre 2023, j'étais en train de terminer ma valise pour la maternité quand les terribles nouvelles d'Israël sont arrivées. J'avais rendez-vous à l'hôpital quelques jours après pour déclencher mon accouchement et le compte à rebours vers le premier jour du reste de ma vie avait commencé. Je ne savais pas alors que j'entamais un autre compte à rebours, celui du retour des otages israéliens kidnappés ce 7 octobre, parmi lesquels des enfants et aussi un bébé. Kfir Bibas a eu 1 an hier et cela fait désormais 105 jours que nous l'attendons. Où est-il? Est-il vivant? Est-il avec sa mère? Comment en sommes-nous arrivés à nous poser de telles questions? Qui a eu l'idée de prendre un bébé en otage? Et surtout, pourquoi le monde entier n'est-il pas mobilisé pour que Kfir Bibas revienne fêter son anniversaire dans sa maison, loin des tunnels de Gaza où il est retenu par les terroristes du Hamas? Depuis 3 mois, j'ai la chance de serrer mon premier bébé dans les bras, de lui chanter tous les soirs une berceuse et de l'avoir salué au monde.
Depuis 3 mois également, j'entends tous les jours des parents se demander s'ils reverront leurs enfants, et d'autres pleurer leurs enfants assassinés. Depuis 3 mois, je me demande qui berce Kfir pour qu'il s'endorme, et je sais que nous sommes nombreuses à y penser en couchant nos enfants le soir. Le pire cauchemar de tous les parents du monde s'est matérialisé ce 7 octobre, et je n'arrive toujours pas à regarder ma fille sans penser à Kfir. Elle n'aura jamais connu le monde sans cette absence déchirante, et je me demande souvent si elle restera marquée par la sombre période qui a entouré sa naissance. Je sens pourtant qu'elle et tous les autres bébés en train de naître sont la meilleure réponse que nous puissions apporter à toutes ces atrocités, car en eux, nous voyons Kfir et nous continuons d'espérer. Bravo. Tous ces textes sont très émouvants. Je ne la vois pas, mais je sais qu'on a... Elle est derrière, si elle veut bien s'avancer, voilà. Ed Hoffman est de la famille des Calderons, c'est ça? Non, c'est la famille des Goldstein. Et certains des jeunes ont été libérés et ils restent en captivité. Personne, mais on a lu leur témoignage et vous avez quelque chose à nous dire aujourd'hui. Bonjour à tous, je crois qu'il y a eu des sons, je vais essayer de parler fort. Effectivement, je suis la cousine française des Goldstein-Almog qui ont été fortement éprouvés le 7 octobre dernier, puisque les terroristes sont entrés dans leur maison du kibbutz de Kfar Aza et ont tué le papa, mon cousin chéri Nadav, et sa grande fille de 20 ans, et ont pris en captivité la maman et les 3 enfants de 9, 11 et 17 ans. Ils sont heureusement libérés, ils ont été libérés le 26 novembre dernier, mais ma cousine, celle qui vient d'avoir 18 ans, donc vraiment une adolescente, prend la parole partout, avec toute la voix qu'elle peut donner pour essayer d'informer, de donner de la visibilité à ses otages et de faire en sorte d'aider à leur libération. Elle a parlé samedi dernier au rallye qui a lieu à Tel Aviv à la place des otages, et je voudrais vous lire une lettre qu'elle a écrite pour les jeunes filles qu'elle a croisées dans les tunnels. Donc je l'ai traduit en français, ça s'appelle les jeunes filles que j'ai rencontrées dans les tunnels. Elle a eu 18 ans vendredi dernier, elle est toute jeune. Je me trouvais dans un tunnel sombre et humide, profondément enfoui sous terre, lorsque j'ai entendu les récits des jeunes femmes à voix basse. C'était au-delà de simples histoires, c'était des bribes de cauchemars vivants. J'étais avec ma mère, ma protectrice, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pour me garder en vie pendant que nous étions captifs du Hamas. Avec mes 2 jeunes frères, âgés de 9 et 11 ans, nous avions été enlevés tous les 4 de notre maison du kibbutz de Kfar Aza le matin du 7 octobre. Quelques secondes avant notre enlèvement, les terroristes ont assassiné mon père, Nadav, à bout portant, puis ma sœur aînée, Yam, et la balle lui a transpercé le visage. Leur sang a giclé partout. Nous avons enjambé le corps mourant de mon père tandis que les terroristes nous criaient dessus, nous ont fait sortir de notre maison et nous ont conduits à Gaza. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Tous les espoirs que nous avions qu'il soit encore en vie ont été anéantis lorsque nous avons entendu à la radio lors de notre captivité qu'ils avaient été abattus. Nous avons été beaucoup déplacés pendant notre détention, transférés dans une série de maisons, d'appartements, de tunnels et même dans une mosquée. Nos ravisseurs étaient cruels. Pendant notre captivité, ils nous ont dit qu'ils reviendraient dans notre kibbutz. La peur était paralysante. Elle m'a envahie. Je me souviens d'avoir dit à ma mère, lorsque nous sommes entrés dans la ville, « Ils vont me torturer, ils vont me violer ». C'est dans les tunnels que j'ai rencontré d'autres jeunes femmes. La plupart d'entre elles avaient à peine 1 an de plus que mes 17 ans. Certaines avaient encore des blessures par balles ensanglantées qui n'avaient pas été soignées. L'une d'entre elles avait un membre disloqué. Elles m'ont raconté des abus sexuels terrifiants, souvent sous la menace d'une arme. Elles m'ont dit que lorsqu'elles étaient tristes et pleuraient, leurs ravisseurs profitaient encore plus de leur impuissance, en les caressant, les poussant et en touchant des parties intimes de leur corps. Elles étaient traitées comme des jouets. Ma mère, Kren, les a prises dans ses bras. Elles nous ont dit qu'elles n'avaient pas entendu le mot « Ima », maman, depuis si longtemps. Leur mère leur manquait terriblement. Ma maman m'a dit plus tard qu'elle avait l'impression qu'elles étaient toutes ses filles, puisque elles-mêmes venaient de perdre la sienne. Ces jeunes femmes étaient effrayées et craignaient pour leur vie. Elles nous ont supplié d'aller voir leur famille si nous étions libérés. Dites-leur que vous nous avez vus, ont-elles dit, mais ne leur dites pas tout. Préservez leurs âmes des détails horribles. Certaines d'entre elles étaient proches du point de rupture. Elles nous ont demandé de continuer à nous battre pour elles, de faire en sorte qu'elles rentrent à la maison, qu'ils rentrent tous. Ne laissez pas le monde nous oublier. Elles m'ont dit cela il y a plus de 50 jours.
Les femmes que j'ai rencontrées en captivité sont fortes, elles sont résistantes. Et malgré tout ce qu'elles ont vécu, un mal dont aucun être humain ne devrait jamais être témoin, elles se sont accrochées à l'espoir. Lorsque je les ai quittées, cet espoir avait commencé à s'amenuiser. Vivre en captivité est insupportable. Nous vivons avec la mort. Les jours et les nuits se confondent avec les pensées de mort qui secouent l'âme. Vais-je mourir rapidement comme ma sœur, ou est-ce que ce sera un long et terrible supplice? Des pensées atroces et infinies traversaient mon cerveau. Je ne sais pas si les femmes que j'ai laissées dans les tunnels sont encore ensemble. Au moment où j'écris ces mots, je vois encore leur regard. Qu'ont-elles enduré? Sont-elles encore maltraitées? Sont-elles encore en vie? Le 26 novembre, j'ai été libérée avec ma mère et mes frères après 51 jours de captivité à Gaza. Mais je suis changée à jamais. Le 7 octobre, j'ai vu le mal dans toute son immensité. J'ai vu un mal dont je ne soupçonnais pas l'existence. Les méchants des films d'horreur les plus effrayants ne sont rien comparés à la cruauté et à la brutalité de ces terroristes. Ma famille a été détruite par ce mal. Un père et une sœur assassinés, 51 jours entre les mains de terroristes, ce ne sont pas des choses auxquelles on peut faire face quand on a 17 ans. Ce que je sais, c'est que je ne pourrai pas recommencer à vivre ma vie tant que nous n'aurons pas ramené à la maison nos sœurs et nos frères, nos mères et nos pères, nos fils, et nos filles. Je ne peux pas respirer librement en sachant qu'ils sont toujours là. Je ne suis qu'une adolescente. Mais je supplie le monde d'écouter mon cri. Sauvez-les, ramenez-les à la maison maintenant. Mahazirim, Otam, Abaïta. Merci très beau texte. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, hier c'était l'anniversaire de Cri. Regardez-le, ce petit bébé. Il ressemble à nos enfants, il ressemble à nos petits-enfants, nos bébés qu'on a serrés dans nos bras. Personne aujourd'hui peut le serrer dans ses bras. Regardons-le avec son frère. Ne les oublions pas, c'est pour ça que vous êtes tous ici, tous les vendredis depuis maintenant 3 mois. On ne les oublie pas. Le jaune, c'est la couleur des otages. Je vois que certains ont le ruban jaune. Mais pour ces otages-là, la couleur, c'est le orange, de la couleur des cheveux des petits vivaces. Merci à tous d'être venus encore et rendez-vous vendredi. Ah, j'ai oublié quelqu'un, pardon. Alors, j'ai oublié j'ai oublié quoi. Astrid Panossian, voilà. Catherine Écuyer aussi, conseillère adjointe au maire de la mairie du 8e arrondissement. Et tous les anonymes, évidemment, tous les qui sont là tous les vendredis. Nos 2 guitaristes qui vont finir. Alors, on finit en plus à chaque fois, c'est vendredi. Nous finissons parce qu'il y a encore aussi 3 otages français qui sont entre les griffes du Hamas. Donc, nous allons chanter la Marseillaise, si vous voulez bien. Et nos guitaristes vont terminer avec le chant Alléluia.
cérémonie est maintenant terminée. Merci de ramener les pancartes et les affiches au camion blanc. Et s'il vous plaît, merci de descendre des marches. Et on vous donne toutes et tous rendez-vous la semaine prochaine à 12h15. Merci. Est-ce qu'on peut garder les bonnets? Vous pouvez garder les bonnets. Hop. Non.